C'est une préoccupation qui leur tenait à cœur d'être intégrés dans la politique nationale d'accès à un logement décent. La diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire l'expérimente à travers une souscription lancée par la société immobilière Wenpanga International. Selon leurs revenus et avec un large choix, ils peuvent désormais prétendre à un logement clé en main. Dès le début de ce journal, nous nous rendrons à Abidjan pour apprécier l'opération. Et puis, l'invité de ce Midi Magazine est venu parler pharmabiotique avec l'implantation prochaine d'un laboratoire expert en la matière ici au Burkina. Les diarrhées, les infections vaginales, le syndrome du côlon irritable et les défenses immunitaires sont les domaines d'intervention des médicaments que propose ce laboratoire qui nous sera présenté donc dans quelques instants par le président du directoire des laboratoires Probionov, M. Stanislas Desjonquers. Bonjour à tous et merci de suivre le Midi Magazine de la télévision du Burkina. Entre 9 millions et un peu plus de 31 millions de francs CFA, c'est ce que devront débourser les Burkinabés vivant à l'extérieur pour bénéficier d'un logement clé en main dans leur pays d'origine. C'est à Abidjan que la société immobilière Wenpanga International s'est rendue pour procéder au lancement de la souscription aux logements économiques. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire va donc expérimenter l'opération qui vise à toucher l'ensemble des compatriotes vivant à l'extérieur. Le reportage de nos envoyés spéciaux Roger Cam et Adama Koulibaly. C'est l'acte que devraient poser désormais les Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et qui souhaiteraient acquérir un logement au Burkina Faso par le biais de la société immobilière internationale Wenpanga. Cette cérémonie de lancement des souscriptions au consulat de Burkina Faso à Abidjan vise à présenter le projet. De type F2 social au type F4 économique en passant par les types F3 économique ou encore F3 social, cette gamme de maisons sont proposées pour des coûts allant de 9,5 millions à 31 500 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter des logements économiques pour nos frères, nos chers sont en Côte d'Ivoire et pour on peut inscrire pour avoir des logements au Burkina Faso. Tout le monde peut inscrire, si les fonctionnaires ou les commerçants, celui qui veut les maisons, les opportunités sont données à tout le monde. Et le gouvernement sont donné cette chance pour que tout le monde puisse avoir des logements au Burkina Faso. Cette initiative de la société immobilière internationale Wenpanga qui vise à soutenir l'effort de l'État pour l'accès au logement des Burkinabés reçoit le soutien du gouvernement à travers la mise à disposition de parcelles et l'allègement de certaines charges fiscales. Ce que nous avons déjà vu sur le terrain, parce qu'il a produit plus de 300 logements sur le site de Basenko, une centaine sur le site de Lumbila. Et le fait de penser au Burkinabé de la diaspora, qui théoriquement est une très bonne chose pour nous, dans la mesure où, comme vous l'avez entendu, beaucoup ont eu des difficultés pour mettre leurs projets immobiliers à jour au niveau du Burkina. Disposer d'une maison clé en main en payant au comptant ou à crédit sur 5 ans au taux de 7% grâce à une institution bancaire, c'est sans doute une opportunité pour les Burkinabés de Côte d'Ivoire, tant le besoin se faisait ressentir. Vous constaterez le bonheur et la joie qu'ils ont de saisir cette opportunité aujourd'hui. Nous souhaitons que l'opération se déroule très bien. Vous voyez déjà les premières souscriptions. C'est dire que cela correspondait à une attente, cela correspondait à une préoccupation, à un besoin et de notre communauté ici. Inévitablement, je suis tenté de le faire. C'est une très bonne chose pour notre communauté résidente en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une très bonne opération. Compte tenu, n'est-ce pas, de l'évolution des choses en ce moment, le coût est vraiment abordable. Qui n'a pas envie d'avoir une maison? Nous travaillons pour ça, nous luttons pour ça. Donc c'est vraiment la bienvenue. Nous allons faire un effort pour nous inscrire et obtenir cette maison. Avec un projet de 500 logements économiques à réaliser au profit des Burkinabés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la société Wenpanga en a déjà réalisé 300. Et cette opération de charme vise surtout à recueillir l'adhésion de nos compatriotes vivant en terre de Burni. Une autre opération de charme, cette fois à Paris, des responsables du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Cette opération a déjà porté fruit puisque plusieurs rencontres ont été générées après la conférence de presse internationale avec des partenaires incontournables tels les médias et les institutionnels. C'est dire que le CIAO 2014 va drainer du beau monde. Maxime Zango.
Outre la conférence de presse internationale à la Chambre de commerce de Paris qui a mobilisé les médias et de nombreux professionnels du secteur de l'artisanat, plusieurs rencontres étaient également inscrites à l'agenda de la délégation. D'abord avec les partenaires habituels qui ont toujours accompagné le CIAO, mais aussi de nouveaux partenaires dont leur contribution au rayonnement du salon est très attendue. Le partenaire habituel que nous avons rencontré, c'est l'UNICEF. Nous avons également comme partenaire officiel l'OIF. L'OIF qui participe, qui s'engage à participer, à nous accompagner à travers un certain nombre de forums pour contribuer à améliorer et à renforcer les capacités des artisans. À l'issue des différents échanges, des engagements fermes à poursuivre la collaboration, mais surtout à la renforcer. Au niveau des médias, les patrons de presse qui ont été approchés, on note TV5, Africa 24, où les discussions ont tourné autour d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous pensons pouvoir parvenir à un accord de partenariat qui va permettre au CIAO de bénéficier d'une certaine couverture médiatique, mais aussi d'assurer la promotion, la publicité de tout ce qui concerne l'artisanat et les actions qui sont conduites par le CIAO. Avec RFI, l'un des partenaires habituels, et France 24 qui accompagne déjà le CIAO dans ses activités, les échanges vont se poursuivre à travers la représentation diplomatique en France. Il s'est agi de voir sur le plan de la communication, qu'est-ce que nous avions dans notre portefeuille de relations, tant en relations publiques qu'en relations presse, de les activer et de leur mettre la pression pour que nous ayons l'affluence la plus importante possible qui puisse donner à cet événement-là une visibilité à l'image de ce que le pays a comme visibilité. Et ma foi, avec les compétences que l'ambassade a en interne et avec les relais que l'ambassade a aussi en externe. À l'issue de ce tour d'horizon, la délégation a pu apprécier la portée de la manifestation dans la région et surtout mesurer les défis à relever. Au niveau des partenaires techniques, c'est aujourd'hui que le salon a besoin d'être toujours accompagné. Donc nous avons vu là où il faut renforcer, d'abord au niveau de l'accréditation, au niveau de la réservation en ligne, au niveau du règlement, mais aussi au niveau de créer un espace pour que les professionnels puissent se rencontrer. Pour cette édition de maturité, les responsables du salon n'ont pas manqué d'arguments pour séduire les partenaires. La pertinence des innovations appréciées par ceux-ci est déjà le signal fort d'un engouement attendu. Retour au Faso où le Conseil d'État se lance dans une opération médiatique pour mieux se faire connaître de sa cible. La plus haute juridiction en matière administrative a dépêché une délégation à Dédougou qui a nourri des échanges avec les responsables locaux. C'était au cours d'un atelier dit d'information et de sensibilisation et le compte-rendu est avec Moussa Sanon. Cet atelier d'information et de sensibilisation qui vise à mieux faire connaître le Conseil d'État a bien plu à ses responsables administratifs et autres agents publics en poste ici dans la province du Mouhoun. Des acteurs au développement qui savent désormais un peu plus sur le Conseil d'État. Nous avons eu l'occasion quand même de connaître le Conseil d'État dans toute sa composition, ses missions, ses attributions. Alors, et ce que le Conseil d'État peut faire pour nous en tant que fonctionnaires, en tant que citoyens. Avec la jeunesse qui est là pour la relève, il faut ces genres de rencontres pour pouvoir perpétuer cette connaissance. C'est brillant effectivement comme élément d'information sur donc, les différentes procédures, les différentes voies de recours. Voilà. Alors, maintenant, je pense que ce qu'il faut effectivement faire ressortir là, et c'est quand il n'y a pas de justice là que on constate la rue. Obtenir une meilleure connaissance du Conseil d'État dans le Mouhoun, c'était là aussi l'objectif de cette rencontre avec ses responsables administratifs et autres agents publics. Communiquer aux populations quelle est notre mission essentielle, parce que c'est des institutions qui ont été créées après 2000, de sorte que ce n'est pas si évident pour les populations de savoir quelle est la mission qui nous est dévolue. Je pense que l'objectif recherché est atteint à notre niveau. Le Conseil d'État est la juridiction supérieure de l'ordre administratif au Burkina.
créé en 2000 en remplacement de la Chambre administrative de la Cour suprême, il est compétent pour agir en matière de droit commun et également sur les questions électorales. 3 jours après le drame, les secours sont toujours à la recherche d'éventuels corps dans la mine d'exploitation artisanale de Kari. Dans cette localité située à quelques kilomètres de Houndé, des orpailleurs avaient été pris au piège par une pluie. Bilan, 7 victimes repêchées des galeries. La délégation du gouvernement burkinabé sur les lieux est allée apporter soutien et compassion. Karim Patrick Namano. Le trou de la mort, 8 orpailleurs y ont perdu la vie et une personne est toujours portée disparue. Le bilan s'est alourdi et les recherches se poursuivent 2 jours après l'éboulement sur le site d'exploitation artisanale d'or de Kari. Je pense qu'on trouvera la personne. Maintenant, à trouver vivante ou pas, je ne saurais dire quelque chose là-dessus. En tout cas, les recherches se poursuivent. On espère bien le retrouver. Des mots d'encouragement aux sapeurs-pompiers, des paroles de compassion aux familles endeuillées, c'est le sens de la visite de la délégation gouvernementale représentée par le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Énergie et celui du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité. On a été victime d'un accident. 7 à 8 personnes n'est pas petit. Bon, le gouvernement, en tout cas, nous a montré qu'on n'est pas orphelin. Il pense à nous aussi. Donc, vraiment, nous sommes très contents de les voir parmi nous aujourd'hui. Plus de 20 000 personnes vivent sur le site créé depuis 2008. Tous ne disposeraient pas de permis d'exploitation et n'observeraient aucune règle de sécurité. Il n'y a pourtant pas un vide juridique. À chaque début d'hivernage, le ministre des Mines publie un communiqué relatif à un arrêté qui interdit l'orpaillage en saison hivernale. En fonction de la zone et de la pluviométrie, c'est interdit. Comment faire appliquer la loi sur ce site mortel et illégal de Kari? C'est la 2e fois que la ruée vers l'or s'achève par des adieux. Ça commence quand même à faire beaucoup de morts qui se retrouvent, mais quand on vérifie, c'est effectivement sur des sites clandestins. Bon, c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut mener, parce que la législation à elle seule ne suffit pas dans ce cas de figure. La réalité aussi, elle est là, implacable. Il faut trouver un moyen pour, en tout cas, amener les gens à prendre des mesures de prévention. Pouvoir attendre quelques heures, pour ne pas dire quelques jours, que toute l'eau puisse ruisseler avant de redescendre dans les galeries. Préserver sa vie avant d'amasser une fortune incertaine, c'est le conseil que la délégation a prodigué aux fous du métal jaune. Une enveloppe contenant une somme symbolique a été remise aux proches des victimes. De Kari, la délégation a marqué un arrêt à Houndé pour consoler les parents du regretté Bakari, décédé à 36 ans sur ce site, qui, bien qu'ayant enregistré 2 drames en 2012 et 2014, continue à nourrir le rêve de cet adolescent au mépris de leur vie pour l'or. Nous ouvrons la page santé de ce journal avec les 17e journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. Ces journées qui regroupent plus de 400 participants portent la réflexion sur le lien entre pauvreté et maladies non transmissibles, émergentes et réémergentes. Il s'agira entre autres de valoriser les résultats de la recherche dans ce domaine précis. Sanouan Christine Koulibaly. On se souvient, la fièvre hémorragique à virus Ebola a défrayé la chronique en Guinée et dans la sous-région ces derniers mois. Une communication sur cette maladie dite émergente, apparue en 1976 au Soudan et en République démocratique du Congo, la situation en cours en Guinée a donné le ton à ces journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. Des journées qui se veulent un forum d'échange, d'expériences et de valorisation des résultats de la recherche qui rassemble cliniciens, chercheurs, paramédicaux et décideurs venus du Burkina, de la sous-région et d'Europe. C'est des journées qui existent déjà, ça fait 22 ans. Et donc, cela est né de la volonté de tous les acteurs de la santé pour permettre justement de rafraîchir les mémoires et les connaissances des acteurs de la santé et trouver des voies et moyens justement pour contrer la plupart des pathologies
et qui sont des freins donc, au développement de notre pays. Pauvreté, maladies non transmissibles, maladies émergentes et réémergentes, c'est la problématique qui sous-tend la tenue de ce 17e rendez-vous des acteurs de la santé humaine et animale. Le thème qui est proposé, c'est vraiment un thème d'actualité. C'est un peu la relation entre la pauvreté et les maladies émergentes et réémergentes. Et ces maladies sont aujourd'hui des problèmes de santé publique dans nos pays. Quand vous prenez par exemple des maladies comme le diabète, des maladies comme les cancers, le gouvernement, dans sa politique de santé publique, met un accent particulier sur ces maladies afin en fait, d'atténuer leur effet sur le développement économique. Parce que vous savez, quand vous êtes malade, vous n'êtes plus productif. Près de 300 communications orales, des posters, des flashs et des symposia vont permettre d'aborder plusieurs sous-thèmes. En rappel, les journées des sciences de la santé de Bobo Dioulasso, tenues pour la première fois en 1992, étaient annuelles pour enfin devenir biennales en 2002. Je vous le disais donc en titre, nous recevons M. Stanislas Desjonquers, qui est le président du directoire des laboratoires Probionov. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors Probionov, c'est donc un laboratoire français spécialisé dans la production de médicaments appelés probiotiques. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments probiotiques? D'abord, permettez-moi de vous remercier de m'accueillir, comme votre pays nous accueille. On est très touchés par ça. Avant de parler des probiotiques, il faut parler peut-être de la vision de notre laboratoire. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique, Probionov, donc notre mission, c'est de soigner les personnes. Mais nous allons soigner les personnes en utilisant une stratégie de santé spécifique. Nous allons passer par ce qu'on appelle le microbiote des personnes. Le microbiote des personnes, ce sont 100 000 milliards de micro-organismes vivants que tous nous contenons en nous et qui tapissent tout l'intérieur de notre corps. Ce microbiote, on commence à le découvrir depuis 5 ans et surtout on commence à comprendre qu'il joue un rôle essentiel dans la protection contre la maladie. Quand ces 100 000 milliards de micro-organismes vivants sont correctement organisés, se parlent bien, constituent une équipe soudée, équilibrée, ils nous protègent de la maladie. Malheureusement, pour certaines raisons, parfois, ce travail d'organisation a des défauts et le microbiote devient déséquilibré. Quand le microbiote devient déséquilibré, on tombe malade. On peut avoir des pathologies, des maladies infectieuses, parce que ça veut dire que des mauvaises bactéries vont pouvoir aller s'implanter parce que le tissu constitué par ce microbiote, c'est comme distendu. Notre métier à nous, chez Probionov, c'est de sélectionner les meilleurs micro-organismes vivants pour aller rééquilibrer le microbiote. Et ces meilleurs micro-organismes vivants, on les appelle des probiotiques. Ça vient de l'origine du mot. Pro, c'est ce qui est en faveur d'eux, ce qui est pour, et bio, c'est la vie. Donc c'est comment nous allons choisir des micro-organismes qui vont rapporter la bonne vie au microbiote. C'est notre métier. D'accord. Et justement, quelles sont les pathologies traitées pour le moment par le laboratoire que vous présidez? Alors, actuellement, nous sommes présents dans 4 catégories de maladies. Les diarrhées infectieuses, et notamment chez l'enfant. Les infections vaginales. Donc la femme et l'enfant, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup de nos ressources de recherche et développement. Nous sommes également dans le domaine des défenses immunitaires, comment renforcer les organismes pour les rendre plus solides à la maladie. Et nous sommes dans le domaine du syndrome de l'intestin irritable à tendance diarrhéique, parce qu'il y en a peur. Voici les 4 domaines dans lesquels nous sommes présents. Donc, c'est dire que ces pathologies-là sont traitées de façon naturelle, si on veut revenir un peu sur la Oui, elles sont traitées de façon naturelle, au sens où les probiotiques que nous allons utiliser sont issus du corps humain. Et c'est en ça que la médecine du microbiote est très innovante et que c'est vraiment la médecine du XXIe siècle, c'est que nous portons les solutions de nos remèdes. Elles sont en nous. Et c'est une idée qui est très importante pour nous, parce que c'est l'idée que pour rester en bonne santé, nous devons apprendre à connaître ce qu'on appelle notre écosystème. Et c'est exactement la même image, de la même façon que nous savons que nous vivons sur la planète Terre, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'écosystème de la planète. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre écosystème, qui est à la fois une source de danger quand il est déséquilibré,
mais une source fondamentale de bien-être et de santé lorsqu'on l'écoute et lorsqu'on tire de ce microbiote les substances propres à notre santé. Alors, donc, la probiotique, c'est loin d'être un effet de mode, puisqu'il y a 5 ans, peut-être que l'industrie pharmaceutique va s'en accaparer, donc c'est loin d'être un effet de mode, mais a déjà fait ses preuves, puisqu'il y a des médicaments qui sont déjà mis sur le marché. Les médicaments au Burkina seront disponibles dès la semaine prochaine. Ils ont été homologués. Et vous avez raison, c'est tout sauf un effet de mode, parce qu'en fait, se soigner en partant du microbiote, donc en respectant la nature et en respectant son écologie naturelle, ce sont des thèmes de recherche qui ont émergé depuis moins de 5 ans. Et ils ont émergé parce que des sujets comme l'antibiorésistance, c'est-à-dire que vous prenez des antibiotiques mais qui deviennent inefficaces parce que comme on en a trop pris, les bactéries qu'on veut tuer résistent, sont des vrais sujets de santé mondiaux. Et c'est pour ça que la recherche du microbiote prend tout son sens aujourd'hui. Alors, donc, le laboratoire est présent en Europe, en Asie, en Amérique, donc un peu partout dans le monde. Pourquoi avoir choisi le Burkina Faso pour vous implanter en Afrique? La première question, c'est déjà pourquoi l'Afrique? Et après, on va parler du Burkina. La médecine du microbiote, c'est l'avenir. C'est une innovation qui démarre à peine, y compris en Europe, aux États-Unis, au Japon, partout ailleurs. Nous, notre mission, c'est de soigner les personnes. Quand quelque chose est nouveau, c'est pas parce que c'est nouveau qu'il faut que ça arrive avec du retard en Afrique. Donc, par rapport à notre mission fondamentale qui est de soigner les personnes, on avait à cœur d'apporter cette innovation aussi en Afrique. Ça, c'est le premier point. Et avec la même qualité, avec la même disponibilité, et avec une accessibilité en Afrique pour les produits, même plus qu'ailleurs. Parce qu'on veut toucher le plus grand nombre. Maintenant, la question est pourquoi le Burkina? Alors, c'est d'abord une histoire de rencontre entre des personnes. Notre laboratoire est basé dans une région qui s'appelle l'Auvergne, en France. Et il se trouve que cette région a un historique d'échange, de jumelage avec le Burkina, des programmes universitaires, des programmes de formation pour les personnels de santé, etc. Et grâce à cet historique de jumelage, nous avons rencontré à Clermont-Ferrand, dans notre région, un enfant du pays qui nous a pris par la main et qui nous a appris à connaître le Burkina. Nous sommes allés au Burkina, ça fait maintenant 1 an, moi ça fait 3 fois que je viens depuis 1 an, nos équipes sont venues 7 fois depuis 1 an, car quand nous nous implantons dans un territoire, c'est pour le connaître, et nous avons été remarquablement accueillis. Et parce que nous avons été accueillis, parce que les autorités de santé ont servi le projet, nous avons eu envie de rester et de nous implanter toujours plus. Le dernier point, c'est que nous savons qu'au Burkina, ce pays a fait office de référence dans la sous-région et c'est un pôle d'excellence pour l'homologation des produits. Donc nous étions d'autant plus contents de l'accueil que nous avons reçu que nous savons aussi que le fait que le Burkina accepte nos produits sera vu comme une marque de qualité, de distinction, voire une bénédiction pour les autres pays de la sous-région. Tout à fait. Alors, outre les avantages médicaux de l'implantation de laboratoires ici au Burkina, est-ce qu'il y aurait d'autres avantages liés, par exemple, à la création d'emplois pour les locaux? Oui. Nous nous inscrivons dans le temps long. On ne vient pas pour expédier un conteneur de produits et s'en aller. La création des emplois, elle se fera dans le temps long parce que avec la diffusion des produits, nous voulons veiller à la diffusion des savoir-faire de recherche et développement. Autrement dit, il nous paraît fondamental de pouvoir former les cadres de santé au Burkina à la médecine du microbiote et nous sommes persuadés que c'est par l'infusion, le transfert de cette connaissance, qu'à terme, ces personnes elles-mêmes deviendront porteuses de projets qui créeront des emplois. Donc c'est vraiment le temps long. En marge de ça, se posera la question, sur le long terme également, de pouvoir créer une unité de conditionnement, voire de fabrication des produits, pour servir, au-delà des besoins même du Burkina, l'ensemble de la sous-région. Donc c'est dire que la recherche aussi n'est pas en reste dans cette démarche-là. Elle ne peut pas être en reste parce que quand on soigne des personnes, on ne peut pas jouer avec leur santé et vous ne pouvez pas avoir des produits si vous n'avez pas de recherche. La recherche est essentielle et nous arrivons avec toute notre recherche historique, mais je suis persuadé que, eu égard aux spécificités de l'Afrique, du Burkina, de certaines pathologies qu'on ne va pas trouver ailleurs, nous devrons améliorer nos produits, poursuivre les efforts de recherche, mais nous ne le ferons pas une bonne recherche si nous restons en France, nous le ferons en collaboration avec les personnels de santé au Burkina.
Alors, vous l'avez tantôt souligné, les produits donc seront disponibles dès la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les pathologies justement qui seront visées par ces produits-là? On va commencer par les deux plus importantes en termes de ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire la probabilité avec laquelle les pathologies arrivent. Chez l'enfant, la troisième cause de mortalité infantile, c'est la déshydratation par la diarrhée infectieuse. Donc, le produit que nous allons le plus pousser sera un produit dans les infections, les diarrhées infectieuses. Chez la femme, la cinquième cause de morbidité, ça ne veut pas dire qu'on va mourir, mais ça veut dire qu'on est malade, ce sont les infections vaginales. Alors, c'est peut-être pas mortel, mais c'est très embêtant pour les femmes. Et ça peut être vraiment une cause de souffrance corporelle, mais également psychologique. Donc, nous avons un produit qui est recommandé dans les infections vaginales, et particulièrement les infections vaginales à répétition, qui reviennent tout le temps. Ensuite, nous avons un produit qui va être recommandé pour renforcer les défenses immunitaires de l'organisme. Et ça, le corps n'est pas simplement attaqué en période de grand froid, il est aussi attaqué en période de grande chaleur. Donc quand le corps est soumis à un stress particulier, il s'affaiblit. Quand il s'affaiblit, il peut tomber malade. Comment le fortifier en prévention? Voilà, vous avez des produits qui ont été faits pour ça. Et enfin, nous avons un produit dans ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui est une maladie qui est tout à fait en lien avec le microbiote. C'est-à-dire que dans le syndrome de l'intestin irritable, la personne a toujours mal au ventre, mais organiquement, elle va bien. On ne constate aucune infection, aucune lésion, aucune inflammation. Pourtant, elle est malade. Et en fait, on ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est que son microbiote est déséquilibré. Et on a trouvé la cause du syndrome de l'intestin irritable justement par les recherches sur le microbiote. Voilà, merci beaucoup, M. Stanislas Desjonquers. Je rappelle que vous êtes le président du directoire des laboratoires ProBionov. Vous étiez sur ce plateau pour parler des enjeux donc, de l'implantation de ce laboratoire ici au Burkina un peu et des pathologies qui sont traitées. Merci à vous. Voilà. Nous poursuivons ce journal avec la passation de commandement intervenue au 24e régiment interarmé à Bobo-Dioulasso. Le lieutenant-colonel Jean-Charles Sommet passe le flambeau au lieutenant-colonel Richard Abel Sougouri. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont assisté hiérarchie militaire et autorités politiques. Ali Traoré pour le compte-rendu. La remise de ce drapeau marque le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du 24e régiment inter-Amria. Le lieutenant-colonel Richard Abel Sougouri, puisque c'est de lui qu'il s'agit, tient désormais les rênes de cette section de la 2e région militaire. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Jean-Charles Sommet, qui repart avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. J'ai été nommé il y a 1 an. Peut-être que c'est bref, mais je sais que j'ai accompli les missions que le commandement m'a confiées. Donc je pars avec un sentiment de fierté. J'ai posé les jalons et je pense que mon prédécesseur, disons mon successeur, pourra poursuivre en tout cas les traces que j'ai laissées. Et aujourd'hui, devant les autorités politiques, militaires et connaissances, le lieutenant-colonel Sougouri a promis de relever ce nouveau défi. Pour cela, il compte sur la collaboration des autres frères d'armes. Mes supérieurs ont eu confiance en moi, comme ils l'ont toujours fait. Et c'est dans ce sens qu'on m'a confié cette mission. Bon, je place cette nouvelle mission sous le sceau de la continuité. Les missions classiques de l'armée, on le fera. Mais j'aurai un penchant particulier sur l'organisation et la discipline. Richard Abel Sougouri est né le 13 janvier 1966 à Waïguya. C'est le 1er octobre 2013 qu'il a acquis le grade de lieutenant-colonel. Il a occupé plusieurs fonctions et exécuté bon nombre de missions. Mais le 24e régiment inter-am qu'il commande désormais a vu le jour le 31 août 2011. L'école primaire de Pahen dans la province des Balais poursuit son extension pour le bonheur de ses pensionnaires. 3 nouvelles classes viennent d'être érigées pour répondre aux normes de l'éducation et cela 28 années après l'ouverture de l'école. Karim Sissé revient sur l'inauguration du nouveau bâtiment qui aura coûté plus de 30 millions de francs CFA. Ils ont déserté les classes juste pour être eux aussi des témoins privilégiés de la cérémonie inaugurale du second bâtiment de leur école. Eux, ce sont les élèves de l'école primaire publique de Pahen dans la commune rurale de Bagassi dans les Balais.
Une école qui vient d'être normalisée grâce à la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan à travers les engagements nationaux. Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, par initiateur des engagements nationaux, nous avons apporté ce bâtiment de 3 classes pour permettre donc aux élèves de Païn et de la commune de Bagassi de disposer d'un cadre décent pour suivre les enseignements et les cours. Et comme vous le savez, l'éducation et le renforcement du capital humain occupe une place de choix dans le programme quinquennal de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Le second bâtiment de l'école primaire publique de Païn comporte 3 salles de classe entièrement équipées de tables-bancs, un bureau et un magasin. Sa réalisation aura coûté plus de 32 millions de francs CFA. Et pour les bénéficiaires, cette infrastructure sera d'un apport capital dans le rayonnement du système éducatif de leur localité. La normalisation de cette école est la bienvenue. Quand on sait que avant de recevoir ce bâtiment flambant neuf, les élèves squattaient au village sous des paillotes, dans des magasins de stockage de pesticides, et ça n'a pas été facile pour nous. Et la précarité des cadres, de ces cadres-là a occasionné une déperdition considérable au niveau des élèves. Avec ce bâtiment, ça va permettre aux enfants de revenir à l'école et d'y rester pour les études. L'éducation tient une place importante dans le développement de tout pays. Les peuples qui sont en avant, ce sont les peuples où il y a beaucoup de gens qui ont un certain niveau d'instruction, ce qui permet d'avoir des cadres dans tous les domaines. Et donc, l'appel que j'ai à lancer, c'est de dire aux parents d'élèves d'inscrire massivement leurs enfants à l'école, dans la mesure où l'école est maintenant normalisée, surtout les filles. À cette cérémonie inaugurale, les élèves, par la voix de leurs représentantes, ont sollicité l'électrification de leur école. Et séance tenante, le secrétaire permanent des engagements nationaux les a rassurés que des mesures idoines seront prises dans les jours à venir afin de satisfaire cette doléance. En rappel, c'est en 1986 que le premier bâtiment de l'école primaire publique de Païn a été réalisé. De la culture d'Agara, on en parle à présent avec les préparatifs de la 3e édition du FESCUDA, le festival dédié à la promotion donc, de cette culture. Pour cette présente édition, les organisateurs ont décidé de confronter la culture à la modernité, thématique qui va guider les activités prévues pour faire rayonner le festival. Les précisions dans ce reportage de C. Sylvestre Da. La Maison du peuple de Ouagadougou sera l'espace de 48 heures, le cadre d'expression de la culture d'Agara dans toutes ses facettes, à l'occasion de la 3e édition du Festival de la culture d'Agara, FESCUDA. Les comités d'organisation disent mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de l'événement. Au-delà de la rue marchande prévue pour le 17 et 18 mai, le FESCUDA 2014 sera marqué par des soirées culturelles où les contes et les déclinaisons du terroir d'Agara seront à l'honneur. Des défilés de mode, des prestations de troupes traditionnelles ainsi que des concours de danse sont également au programme. Ce qu'on entend de cette 3e édition, c'est vraiment continuer de sensibiliser la jeunesse à travers nos manifestations culturelles et surtout encourager la jeunesse à embrasser la culture, qui est l'identité de leur propre culture, et encore leur demander de sortir, de se mobiliser et venir soutenir la 3e édition du festival. Ça ne concerne pas que les Dagara. Tout jeune est appelé à promouvoir sa culture et le FESCUDA voudrait être un modèle, un exemple de sensibilisation, de valorisation et de promotion de la culture. Le thème sera la culture d'Agara dans le contexte de la modernité et en volet, sur le volet mariage. Ça va concerner le volet mariage pour donner plus d'explications, plus de renseignements à ceux qui voudraient prendre comme femme d'Agara et en savoir plus comment ça se passe sur les dots, le mariage civil, le mariage religieux aussi. La 3e édition du FESCUDA va servir également de cadre pour décerner des attestations de reconnaissance aux personnes qui soutiennent l'organisation du festival. Une grande animation culturelle dans la nuit du dimanche 18 mai viendra clore la manifestation. C'est la désillusion pour les étalons juniors qui peuvent mettre un trait à leur participation à la CAN 2015. Hier au stade du 4 août et en match aller du second tour des éliminatoires, les poulains de Sidi Napon n'ont pas fait le poids face aux Aiglons du Mali. Le score, lui, est sans appel, 3-0 pour les Maliens. Le résumé du match avec Lassina Sawadogo. Les étalons juniors sont tombés lourdement face aux Aiglons du Mali dans ce match aller du 2e tour des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal 2015.
La faute à un Guindé Saliou étincelant. À lui seul, l'attaquant malien a éclaboussé de son talent la rencontre. Guindo a réussi un hat-trick. Déjà à la 17e minute sur cette tête et dans un bon timing, il a montré le chemin de la victoire à son équipe. Une première période au cours de laquelle les étalons auraient pu rétablir la parité sur ce ballon de Faisal Ouedraogo. Mais le capitaine des étalons, ombre de lui-même, a choisi la solution la plus compliquée. Guindo en seconde période va encore se montrer à son avantage en prenant de vitesse la défense à la 72e minute pour son doublé. Les étalons sont KO, pas Guindo, car il va encore profiter des largesses de la défense burkinabé pour réussir son hat-trick à moins de 2 minutes de la fin de la partie. Saliou Guindo 3, Étalon Junior 0. Une défaite qui condamne les poulains de Sidi Napon qui doivent se déplacer à Bamako dans 2 semaines pour le match retour. Commence donc à vider les gradins du stade. Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley, est le père de la musique reggae et son règne, puisqu'aussi surnommé le King, s'est étendu bien loin des frontières jamaïcaines. Difficile à croire qu'il n'avait que 36 ans lorsqu'il quittait ce monde, vu l'héritage musical qu'il a légué aux générations présentes. Et 32 années après sa disparition, la grande famille reggae de par le monde perpétue sa mémoire et les reprises de ses chansons mythiques sont aussi mystiques que variées. Et en ce 11 mai, Jacques Lamissa Tarpaga nous propose quelques extraits de la musique de Bob Marley. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bonne reprise à toutes et à tous.